diffusion de la mi-journée de ERS News sous le grand dialogue de cet après-midi de ce lundi 25 juillet 2022. Ici, à partir de nos studios de Londres, nous avons le plaisir de faire ce direct pour le moment, toujours avec un grand plaisir de tous nos auditeurs qui nous suivent à travers le monde, y compris ceux qui sont en train de nous suivre localement ici en Angleterre, et plus particulièrement justement l'association de Obrat Company qui sponsorise justement la plupart de nos programmes à Uras News et à Canap 53 TV. Alors, le grand dialogue de cette mi-journée sera destiné justement à la situation, à la détresse des Ivoiriens en Tunisie. Les immigrés ivoiriens qui sont déplacés pour des raisons politiques de leur pays et qui ont pris refuge, justement, qui ont choisi comme pays de refuge la Tunisie, sont en train de traverser des moments difficiles. Hier, nous avons présenté un cas de désolation, justement, qui traverse toujours la communauté ivoirienne en Tunisie. Et donc, cet après-midi, nous allons prendre une dame qui a voulu justement exprimer aussi son souci, sa désolation par rapport à l'expérience qu'elle traverse actuellement en Tunisie. Les conditions désastreuses dans lesquelles elle se trouve, plus de problèmes liés à la santé, à l'encadrement ou à l'emploi, tout ceci fait que justement la communauté est pratiquement mise à l'écart de vivre des conditions difficiles. Nous allons parler avec Madame Esther Bouli à partir de Tunis. Bonjour, Madame Esther Bouli. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes en direct à la radio ERS News et à la télévision Canal 54 TV à partir de Londres. Madame, vous avez voulu vous exprimer ce jour pour quelles raisons? Alors, je suis Esther Bouli, ivoirienne en Côte d'Ivoire, en Tunisie depuis 2 ans maintenant. Alors, je voulais m'exprimer. Oui. Alors, j'ai voulu m'exprimer voilà, sur votre radio par rapport à la condition que nous vivons ici en Tunisie. Vraiment au niveau de l'emploi. Donc, commençons par le commencement, madame. Présentez-vous d'abord. Vous êtes Esther Bouli, vous êtes citoyenne ivoirienne. Quand est-ce que vous êtes arrivée en Tunisie et quelles sont les raisons qui vous ont poussé à quitter la Côte d'Ivoire, votre beau pays? Alors, je suis arrivée en Tunisie en 2020. Je suis arrivée en Tunisie en 2020. Alors, les raisons qui m'ont poussé à venir en Tunisie est que je travaillais dans une société, voilà, et la société a fait faillite. Voilà, la société a fait faillite et la société, il y a eu un baisse de personnel, voilà, et il y a eu le baisse de personnel, nous avons été renvoyés, voilà. Moi, je faisais partie des personnes, voilà, qui ont été renvoyées de la société. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en Tunisie. Et donc, vous êtes parti de votre pays, la Côte d'Ivoire, pour des raisons en quelque sorte économiques et pas pour des raisons politiques, hein, si je comprends bien. C'est cela? Excusez-moi, j'ai pas vous êtes parti de la Côte d'Ivoire, pas pour des raisons politiques. Vous êtes parti pour des raisons liées à l'économie, à l'emploi, parce que vous avez perdu votre emploi. C'est la raison pour laquelle vous êtes parti pour aller chercher mieux ailleurs. Donc, la société a fait faillite par rapport à la crise que nous avons vécue en Côte d'Ivoire et tout. C'est à partir de là que la société a fait faillite et nous avons été renvoyés de la société. Oui, justement, je reviens à la même question. C'est-à-dire que vous avez été renvoyé parce que la société a fait faillite compte tenu des problèmes qui ont poussé la société à le faire. Donc, ce sont toujours des problèmes liés à l'économie. Alors, vous, personnellement, vous n'avez pas été affecté, vous n'avez pas été concerné
par des problèmes politiques de la Côte d'Ivoire pour fuir le pays? Pour moi, personnellement, je pourrais dire oui parce que il faut dire que je n'ai pas été, il faut dire, agressée ou qui m'a vraiment poussé à venir en Tunisie. C'est par rapport à mon travail, par rapport à la faillite que ma société a fait compte tenu de la crise. C'est ce qui m'a envoyé en Tunisie. Alors, ce qui me concerne. D'accord, donc vous avez perdu l'emploi, je répète encore une fois, c'est pour cela que vous êtes venu en Tunisie, vous avez choisi de venir en Tunisie. Et maintenant, lorsque vous arrivez en Tunisie, comment est-ce que vous êtes arrivé en Tunisie, dans quelles conditions? Bon, je suis arrivé en Tunisie puisque j'avais perdu mon emploi et c'était difficile. Dans les conditions difficiles, je suis arrivé en Tunisie par le biais d'une amie. Je suis arrivé en Tunisie. Et donc, vous êtes arrivé en Tunisie, après, vous avez trouvé de l'emploi, c'est ça? Oui, quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai trouvé de l'emploi. Et cet emploi-là, c'était... Généralement, c'est le ménage. Le ménage à la... Et donc, l'emploi que vous avez trouvé en Tunisie, comparativement à l'emploi que vous avez eu, que vous aviez en Côte d'Ivoire, cet emploi en Tunisie vous rapportait un peu plus, avait changé votre vie, votre condition sociale avait changé, vos conditions financières ont changé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. Dans quel sens? Vous dites? Dans quel sens c'est pas vraiment? Vous dites pas vraiment. Parce que vous avez trouvé dans le sens où, dans la société où je travaillais, me rapportait plus que ce que je gagne maintenant. Mais pourquoi vous n'avez pas trouvé un autre emploi sur place en Côte d'Ivoire au lieu de vous déplacer dans un pays étranger pour chercher de l'emploi? Et c'est un grand risque que vous avez pris là, personnellement. En Côte d'Ivoire, je n'ai pas trouvé un autre emploi. Je n'ai pas trouvé. Il faut dire que je n'ai pas trouvé un autre emploi qui pouvait me rapporter ce que ma société me rapportait. Alors, si on s'en Tunisie pour le moment, quelles sont les difficultés que vous traversez en tant qu'exilé de Côte d'Ivoire? Quelles sont les difficultés que vous aimeriez que le monde le sache aujourd'hui, ou que les autorités ivoiriennes sachent, ou que les compatriotes ivoiriens de l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora, soient informés exactement pour qu'un secours puisse venir de quelque part? Quel est votre cri d'alarme? Alors, ce que moi je voulais que voilà, le monde ou la Côte d'Ivoire sache est que, pour dire la vérité, en Tunisie, nous vivons vraiment des conditions difficiles, surtout au niveau du travail. Parce que même quand une personne est en Tunisie et que la personne a un diplôme, la personne ne peut pas exercer avec son diplôme. La personne ne peut pas exercer avec son diplôme. Et donc, on est obligé de faire les travaux que nous trouvons voilà, sur nos chemins, sur tous nos mains. Par exemple, même si moi j'ai un diplôme de caissier, quand je vais arriver, c'est le ménage que je vais faire. Voilà. Maintenant, dans ce travail-là, ça va dépendre aussi. On peut tomber sur des personnes vraiment qui ne sont pas gentilles. Et ces personnes-là, on peut travailler sur ces personnes-là et elles peuvent refuser carrément de nous payer. Et pour ne pas nous payer, elles peuvent même mettre un délit de vol sur nous. Voilà, un délit de vol en disant qu'on a pris un truc. Et là, comme ça, quand la police arrive, automatiquement, tu es menotté. Même si la police fouille, c'est que la personne te reproche, même qu'elle ne trouve pas. Voilà, ils vont te relâcher. La police va te relâcher lorsqu'elle-même voudra te relâcher. Et donc, nous vivons ça. Et quand nous travaillons chez ces personnes, quand ces femmes-là nous traitent mal, il y a les maris qui sont pervers. Les maris qui peuvent nous dire des choses, qui peuvent toucher, qui peuvent avoir des attouchements et tout. Et nous ne pouvons pas nous plaindre. Parce que quand nous arrivons
soit à la police pour se plaindre. Forcément, ils vont parler une langue qu'on ne comprend pas forcément. Et ça va, là, soit on va te renvoyer, soit on te renvoie chez toi. Ils ne vont rien dire et tout. Donc, au niveau du travail, c'est comme ça. Voilà, au niveau du travail, c'est comme ça. Et là aussi. Oui, oui. On vous écoute. Ah, d'accord. Donc, je disais, c'est comme ça, c'est surtout ça. Surtout ça. Ils peuvent mettre un délire, tout ce que tu n'as pas fait, on peut t'accuser de ça, et même, voire même te rapatrier sans rien. La personne peut ne pas te payer et te rapatrier. Il y a beaucoup d'injustices à ce niveau-là. Et au niveau même de la paye, nous pouvons travailler plus que nous ne sommes payés. Nous travaillons plus que nous ne sommes payés. Et au niveau aussi de la carte de séjour, quand on veut peut-être, par exemple, s'acquérir une carte de séjour, alors la carte de séjour peut mettre du temps. La carte de séjour peut mettre du temps. Et même quand la carte de séjour sort, c'est peut-être 1 mois avant l'apparition, 2 mois avant l'apparition. Et quand on travaille quelque part, voilà, soit le patron refuse même de nous faire carrément un contrat de travail. Du coup, quand on a un accident de travail, le patron ou la patronne peut faire les premiers soins et le reste là, il ne s'occupe plus. Donc, on est là sur, tu as une petite économie par la grâce de Dieu, tu peux pour te soigner dans le cas contraire. Et si soit ta maladie persiste, il va te remplacer par une autre personne. Et comme ça, si par malheur, ta maladie, soit la situation que tu travailles, l'accident de travail que tu as eu, si c'est très grave, voilà, c'est à tes risques et périls. Lui, s'il a fait les premiers soins, c'est fini. Donc, ce sont les conditions que nous traversons en Tunisie ici. Alors, pour votre cas, Madame Boli, même les auditeurs qui réalisent pour le moment considèrent que vous n'avez pas eu de contraintes majeures avant de quitter la Côte d'Ivoire et donc vous avez choisi par vous-même de venir en Tunisie, expérimenter le pays, d'autres aventures en quelque sorte. Ça sous-entend qu'entre-temps, les difficultés que vous traversez sont effectivement à votre propre risque et péril. À vos propres risques et périls. N'est-ce pas? Oui, ça peut être le cas, mais moi, je parle particulièrement de moi. Mais ce que je suis en train de vous expliquer, c'est une situation que d'autres traversent qui ont envie et qui veulent rentrer. Parlons, les autres sont les autres. Parlons de vous. Vous avez un cas particulier parce que hier, nous avons parlé avec un de vos compatriotes et lui qui était concerné par les problèmes politiques. Par contre, vous avez été affecté par le fait que vous avez perdu de l'emploi. Votre entreprise en Côte d'Ivoire était tombée en faillite et vous avez choisi de venir en Tunisie. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, que vous traversez ces moments d'humiliation, d'attouchement, en quelque sorte, de harassment, comme on dit, des situations en tout cas déshumanisantes hein, pour une femme qui va travailler et à qui on fait des attouchements, comme vous venez de le dire. Comment vous vous sentez? Vous ne sentez pas que c'est une humiliation? Vous ne sentez pas que c'est de l'humiliation, ça? Oui. On se sent humilié parce qu'il y a des situations qui se présentent auxquelles on ne peut rien faire. Soit tu ne peux rien faire à ça, tu ne peux rien dire, ou soit tu décides de démissionner. Mais si la personne est consciente de ce qu'elle a fait, c'est ce pourquoi tu veux démissionner. La personne peut mettre un faux délit sur toi, un délit de vol. Ou soit même un bijou de valeur dans tes affaires et t'accuser de vol. Et vous ne prenez pas les avocats? Vous n'avez pas les avocats? Non. Déjà même le salaire que nous percevons là, c'est juste payer le loyer, manger et puis essayer de s'en sortir quotidiennement. Donc, tu vas prendre un avocat pour une histoire que toi-même, tu sais que tu ne l'as pas fait. Comment est-ce que tu peux prendre l'avocat? C'est un peu difficile. Oui.
Donc, c'est ce paramètre d'avocat-là, même le plus souvent, quand tu es accusé, ça ne te traverse pas l'esprit, c'est juste que Dieu touche le cœur d'une personne qui va ou soit que le monsieur ou soit la dame essaie de laisser tomber l'histoire, que ça reste comme ça. Sinon, appeler un avocat ou demander qu'un avocat vienne te défendre vraiment, parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer l'avocat en retour. Alors, quelles sont vos ambitions désormais, madame, pour le cas de ces difficultés que vous traversez? Quelles sont vos ambitions? Est-ce que vos ambitions seraient, par exemple, d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire quitter la Tunisie, aller prendre le risque de traverser la Méditerranée, comme font les autres Africains qui prennent le risque? Vous êtes dans cette logique-là? Bon. Moi, je ne veux pas traverser la Méditerranée parce que c'est très dangereux, parce que c'est dangereux. Donc, je ne veux pas traverser la Méditerranée. Voilà. Mais, personnellement, je souhaite me suivre une formation. Voilà. Et je pense, après ma formation, rentrer en Côte d'Ivoire. Ah, ça veut dire que pour vous, vous êtes venu justement pour apprendre, avoir un plus dans votre judiciaire, dans votre panier, et ramener en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire avoir une formation ou ramener un peu plus l'économie vers la Côte d'Ivoire et vous réinsérer dans la société et commencer probablement un business à vous. C'est ça? Bon, il faut dire que moi, je me dis quoi dans la vie, il faut avoir un plan B. Donc, moi, je dis, si je travaille chez une personne, voilà, et que c'est un peu compliqué, je préfère, avant que je ne rentre au pays, avant que je ne rentre chez moi, puisque j'ai perdu un boulot. Moi, je suis en Côte d'Ivoire, j'ai perdu mon boulot. Je suis venue ici. La situation est compliquée. Je vais rentrer. Mais quand je rentre maintenant, comment est-ce que je fais? Ça, c'est moi. Quand je rentre maintenant, comment est-ce que je fais? Donc, j'ai bien envie de rentrer, mais quand je rentre avec quoi? Je rentre avec quelle formation? Comment est-ce que je vais m'en sortir arriver en Côte d'Ivoire? Vu que j'ai fait 2 ans déjà en Tunisie, comment je vais m'en sortir? Donc, pour l'instant, je fais une formation. Quand je finis ma formation, là, quand je rentre en Côte d'Ivoire, je peux m'installer, voilà, mes frères, où je peux m'installer. Raison pour laquelle je décide de rester un peu encore. Donc, vous acceptez de subir les humiliations pour que vous atteigniez vos objectifs. C'est ça? Oui, madame, c'est ça? En fait, si j'ai envie de rentrer, certes, mais quand je rentre comment je rentre avec quoi? Quand je rentre, comment je m'installe? Quelle économie j'ai? Comment je m'installe? En fait, c'est là la question qui me retient. C'est cette question-là qui me retient ici. Mais justement, c'est cette question-là. Oui, allez-y. Ouais. Maintenant, vu, j'ai bien envie de rentrer. Mais quand je rentre, puisque je n'ai pas d'économie, je rentre comment est-ce que je m'installe? Si je dois rentrer de mes propres forces, de mes propres moyens, de ma propre volonté et tout, comment est-ce que je m'installe? Donc, peut-être je peux faire soit 6 mois de formation, et les 6 mois de formation, si j'ai eu une occasion de pouvoir rentrer, je rentre ou je gagne de l'argent pour pouvoir rentrer. Justement, madame, je vais renchérir votre idée en disant tout simplement que justement, c'est cette question qui pose problème, parce que c'est une question énigmatique. C'est ce qui pousse généralement la plupart des Africains à prendre le risque de traverser la Méditerranée et subir le sort malheureux que l'on connaît. Lorsqu'on n'a pas la réponse à cette question énigmatique de dire, voilà, les conditions sont difficiles maintenant, soit je rentre chez moi, ou soit je reste sur place ou je vais un peu plus loin. Voilà pourquoi les gens tombent dans le piège de la Méditerranée. Donc souvent, madame, il faut arriver à prendre la bonne décision. Et cette bonne décision serait que de rentrer chez soi lorsqu'on est immigré dans un pays étranger. Il n'y a pas de honte à ça, de rentrer même vide chez soi, mais en bonne santé. C'est le plus important, non? Oui, mais monsieur, c'est vrai, il faut rentrer en bonne santé chez soi. Mais il y a la réalité aussi de la vie. Quand on rentre au pays, quand on a quitté son pays, 2 ans, on est allé. Quand on rentre, puisque il y a des choses, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Voilà, donc comment il y a la famille et tout, comment est-ce qu'on retourne? Voilà, c'est
peu ça. Donc, c'est ça l'énigme qui vous bloque. Hein? Oui. Alors, nous allons terminer cette première partie avec vous. Nous allons prendre une autre compatriote à vous, mais avant de quitter, de donner la parole à votre compatriote, quel est votre message aux autorités ivoiriennes et aux Ivoiriens de la diaspora qui vous écoutez pour l'instant? Alors, ce que moi je pourrais dire aux autorités ivoiriennes, moi je peux dire que aujourd'hui, la situation, comme je pense, comment est-ce que je vais rentrer au pays, quand je vais partir, comment est-ce que je vais m'installer, peut-être moi me bloque ici encore en Tunisie, mais il y a d'autres personnes qui veulent rentrer, il y a des amis avec qui on a l'habitude d'échanger, qui pleurent, qui veulent vraiment rentrer, et ces personnes-là, elles sont prêtes à rentrer. Et donc, si les autorités ivoiriennes peuvent aider ces personnes-là à rentrer, alors moi, je pense que ça sera vraiment bien pour ces Ivoiriens qui sont ici, qui ont vu vraiment de rentrer. Parce qu'il y a aussi l'histoire de la pénalité. Il faut payer la pénalité avant de rentrer. Et une personne qui a fait 5 ans, une personne qui a fait 3 ans, comment est-ce que la personne pourra payer cette pénalité-là pour pouvoir rentrer? Donc, moi, j'aimerais que les autorités ivoiriennes voient ce côté-là. Il y a des personnes vraiment qui ont envie de rentrer parce qu'elles ne supportent plus cette situation de la Tunisie-là. Voilà, voilà, donc, c'est ce que moi, je pouvais dire à ce sujet-là. Pourquoi est-ce que vous n'approchez pas votre ambassade, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie? Comment vous n'approchez pas l'ambassade de Côte d'Ivoire en Tunisie qui pourrait justement s'occuper de cette situation-là? Bon, il faudrait dire que quand les Ivoiriens s'approchent, c'est des rendez-vous. Voilà. C'est des rendez-vous, venez tel jour, venez tel jour. C'est-à-dire que l'ambassade ne donne pas une solution concrète. Pour moi, je pense que si l'ambassade donnait une solution concrète, il y a des Ivoiriens qui seront déjà outrés. Voilà. Est-ce que vous êtes arrivé à prendre des rendez-vous avec l'ambassade? Êtes-vous un jour allé rencontrer monsieur l'ambassadeur? Oui, parce que ici, nous sommes repartis. C'est pourquoi les gens nous sommes repartis en association. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça pour aller voir une personnalité. Et c'est pourquoi les gens sont regroupés en association. Alors, mais oui, il faut dire que l'ambassade même ne reconnaît pas les associations. Mais l'ambassade devrait reconnaître ses compatriotes qui vivent dans un pays étranger. Voilà, l'ambassade même ne reconnaît pas les associations. Oui, donc, le plus il y a des difficultés, ce sont les SOS qui sont lancés. Voilà. Quand une personne a des difficultés, la personne à l'hôpital, elle vit une situation difficile, ce sont les SOS qui sont lancés. Et entre nous, on essaie de produire quelque chose pour venir en aide cette personne. Et à ce moment-là, l'ambassade intervient quand même lorsqu'il y a des situations dramatiques. L'ambassade intervient quand même. Non, c'est ce que je disais là. Nous, on essaie de s'entraider entre nous. Je parle de l'ambassade. Je parle de l'ambassade. Lorsque les situations deviennent graves dans votre communauté, est-ce que l'ambassade intervient quand même? L'ambassade ne fait rien. L'ambassade ne fait rien. Alors, avez-vous un message pour vos compatriotes de la diaspora? Avez-vous un message aux compatriotes de la diaspora? Ce que moi je pourrais dire, voilà, à mes compatriotes de la diaspora, est que ils ont leurs frères et sœurs qui sont en Tunisie, qui vivent des conditions difficiles. Voilà, nous vivons des conditions difficiles, mais nous essayons de peiner le coup.
parce que nous n'avons vraiment pas une aide. Voilà. Ce que je pourrais dire à mes compatriotes de la diaspora est que nous sommes en Tunisie. Il y a des personnes vraiment en Tunisie et ça ne va pas. La condition de vie, c'est difficile. Au niveau du travail, ce que nous traversons, c'est vraiment difficile. C'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Madame Esther Bouni. Merci pour votre intervention pour cette première tranche de grand dialogue de ce lundi 25 juillet 2022. Nous allons prendre notre une intervenante, une dame qui est à côté de vous, avec laquelle vous avez décidé justement de partager votre expérience avec les auditeurs de Race News et des Canal 54 TV, les différents messages que vous voulez justement lancer à tous les Africains et aussi à tous vos compatriotes ainsi qu'aux autorités ivoiriennes qui suivent ce programme en direct sur Race News et Canal 54 TV. Nous allons revenir dans 10 secondes après que vous ayez pris un temps d'intermède. Ne quittez pas, soyez toujours en ligne, madame. Merci pour votre patience et merci pour votre fidélité à nos programmes de Race News. Et dans ce grand dialogue, nous sommes en direct avec les Ivoiriens qui sont en détresse en Tunisie, qui sont en train de lancer les cris d'alarme justement sur les conditions désastreuses qu'ils traversent dans ce pays de l'Afrique et du Nord. La Tunisie, c'est un pays qui semble donner une impression de ne pas accepter les autres Africains, surtout ceux de l'Afrique subsaharienne. Donc, nous ne portons aucun jugement jusque-là, mais nous écoutons seulement les cris d'alarme qui viennent de ce côté-là. Alors, dans cette deuxième partie, après que nous ayons parlé avec Mme Esther Bouni, nous allons maintenant écouter Mme Osseri Lablanche. Madame Osseri Lablanche, bonjour. Bonjour, Madame Osseri Lablanche. Bonjour, monsieur. Voilà, vous êtes en direct sur Iras News, votre compatriote venait de s'exprimer. Vous avez voulu également donner votre cri d'alarme sur les conditions dans lesquelles vous vivez en Tunisie. Et déjà, pouvez-vous vous présenter, chère madame? Moi, c'est Osseri Lablanche, je suis ivoirienne. Je vis en Tunisie. Depuis combien de temps vous êtes en Tunisie, madame? Ça fait 4 ans que je suis en Tunisie. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivée en Tunisie, madame? Vous avez quitté le beau pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire, votre pays natal, votre pays de naissance, le pays de vos ancêtres, pour vous retrouver dans un pays étranger. Pourquoi vous avez décidé de quitter la Côte d'Ivoire? En fait, c'est à cause de la crise. Je suis venue en Tunisie. Puisque moi, je suis de l'Ouest. Vous parlez de la crise. Quelle crise, madame? Crise économique, financière ou sociale? Quelle crise? L'économie, la crise financière et tout. Parce que c'est de là, c'est de la guerre que la crise économique est venue. Donc, vous n'êtes pas parti à cause de la crise politique? C'est ça que je dis, la crise politique et la crise économique. Qu'est-ce qui vous était arrivé, vous, personnellement? Qu'est-ce qui vous était arrivé de si grave? Moi, je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, nous, les gens de l'Ouest de la Côte d'Ivoire, en tout cas, moi, de ma famille, on a souffert. On a souffert avec la crise. Et il y a ma tante qui a perdu son comment on appelle ça? Son père, puisque nous, on est dans une famille de gendarmes. Le mari de ma sœur, elle est gendarme. Donc, moi, c'est elle qui m'a élevé, le mari de ma sœur, puisque le mari de ma tante, c'est elle qui m'a élevé, puisqu'on a la campagne avec les parents. Donc, les gendarmes, il était aux forêts. Donc, nous, on a souffert avec la crise. Depuis ce jour, rien ne va dans ma famille, puisque c'est la soeur de mon père qui soutenait la famille, puisque son mari était gendarme, il était fonctionnaire de l'État,
concernait la famille. Et ça n'allait pas. Puisque tout, elle a perdu tout ses activités. Et nous aussi, on a arrêté de partir à l'école. À cause de ça, on est revenu encore au campement, comme on le dit, au campement. Dans un village. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que ça n'allait pas de ma famille. Et moi, je suis partie à Abidjan pour aller faire un magasin. Les autorités ivoiriennes disent que je suis sur la route. Je suis sur la route. Donc, ils ont cassé mon magasin. Ils sont dédouanement. Donc, sans dédommagement pour moi. Donc, c'est comme ça. Il y a un frère qui est en Tunisie ici. Il a dit, mais si ça ne va pas en Côte d'Ivoire, viens ici en Tunisie, tu vas te chercher. Si ça ne va pas, tu vas reculer de ton pays. Ou si ça ne va pas, si ça va, tu peux faire la Méditerranée. Ah, d'accord. Donc, vous êtes parti pour des raisons, si vous comprenez bien, toujours le cas qui est lié aux problèmes économiques et financiers, justement, qui ne sont pas directement liés avec une application politique. Hein. C'est tout simplement parce que vous avez perdu quelque chose, votre affaire, votre business que vous voulez mettre en place, et du coup, on vous a fait venir en Tunisie. Avec, à partir de ma famille ne s'est plus en sortie, puisqu'il était gendarme, il était dans l'armée. Depuis la crise 2010, on ne s'est plus en sortie. Oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays, madame. La Côte d'Ivoire est un grand pays, il y a beaucoup de ressources. Vous auriez pu trouver autre chose, hein, madame. Oui, j'ai pu trouver autre chose. J'ai fait un magasin, puisque je suis coiffeuse. J'ai fait un magasin à ils ont dit que je suis sur la route. J'ai investi beaucoup comment on appelle, de l'argent dedans pour faire le magasin. Ce n'est pas l'État qui m'a aidé. C'est avec mes propres moyens. Et après, l'État est venu détruire le magasin. Normalement, on doit me dédommager, mais ils ne l'ont pas fait. Mais si déjà vous avez... Le propriétaire, s'il me dit la vérité déjà avant de placer mon conteneur là, je n'allais pas le placer là. Oui ou non? Puisque où je place mon conteneur, c'est un terrain de quelqu'un. C'est de quelqu'un. Donc, s'il m'a dit, ici, on ne fait pas ça, je n'allais pas le faire. Et donc, vous êtes parti de Côte d'Ivoire en Tunisie. Ça fait combien de temps vous êtes en Tunisie? Ça fait 4 ans que je suis là. Et donc, la vie, ça va? Ça va pour vous? Ça, je peux dire ça va pas, ça va. Je peux dire comme ça. Ah, ça veut dire que c'est 50-50, hein? Oui. Donc, vous ne vous plaignez pas autant que les autres Ivoiriens qui sont sur place? Non, moi, je me plains de la carte de séjour. Je me plains beaucoup de la carte de séjour, puisque quand tu viens en Tunisie, on te dit de faire une carte de séjour après les 3 mois pour pouvoir être en règle, pour pouvoir louer une maison digne, pour pouvoir avoir un bon travail. Il faut faire une carte de séjour. Tu comprends? Oui. Je suis allée première année à l'école en 2018. Ma carte de séjour n'est pas sortie. C'est comme si je n'ai rien fait. C'est comme si le jour je vais dans mon pays, j'ai encore de la pénalité à annuler encore. Puisque quand tu fais la carte de séjour, tu n'as plus de pénalité à annuler. Mais comme ce n'est pas sorti la carte de séjour, première année, deuxième année, donc j'ai encore la pénalité à annuler. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Et maintenant que vous êtes retrouvé quand même, parce que vous êtes venu vous chercher, comme vous avez dit, selon votre expression tout à l'heure, vous êtes venu vous chercher, c'est-à-dire améliorer vos conditions financières. Maintenant, après 4 ans, sûrement que vous avez économisé. Pourquoi ne pas rentrer en Côte d'Ivoire? Économiser comment? En Tunisie, tu ne peux pas économiser. Tu ne peux pas économiser parce qu'il y a le loyer. Déjà, tu n'as pas de carte de séjour, tu n'es pas en rêve, tu n'es pas un salaire normal. Tu n'es pas assuré, ta maison, n'importe qui peut rentrer avec. Le carte de séjour, ça fait 1000 dinars quand tu t'inscris. 1000 dinars, ça fait 200 000 francs.
combien on te paye? Chaque année, tu fais 1000 dinars. Tu payes ta maison, tu payes la nourriture, tu payes le loyer. Hein? Comment tu vas économiser? Si tu ne peux pas envoyer de l'argent au pays, tu ne peux pas. L'argent que là, on vient t'agresser. Moi-même, on m'a déjà agressé. Donc, je n'ai plus rien. Comment je fais pour économiser? Quelle économie que j'ai? Je n'ai pas d'économie. Ça veut dire que vous êtes dans une situation de non-retour. Oui, c'est comme si c'est maintenant, je suis en Tunisie. Et donc, il faut faire avec, c'est ça? Non, il ne faut pas faire avec parce que ce n'est pas bon. Quelle solution envisageable? Je veux aller chercher une solution pour nous. Voilà. Qui va chercher? Moi, Qui pourrait chercher la solution? Oui. Voilà. J'ai rencontré un homme ici, j'ai fait un enfant. Ah. Je suis allé à, on appelle HCR pour les réfugiés. Ils m'ont refusé. Ah, là, votre cas est un peu spécial. Vous avez rencontré un homme et vous avez fait un enfant. Et cet homme, en faisant cet enfant, devait vous garantir quoi? Le séjour ou les moyens financiers? Qu'est-ce qui allait autour de ça, cet engagement? Quoi? Oui, je travaille. Oui, Vous avez rencontré un homme et alors, vous avez fait un enfant avec, et cet homme devait vous garantir quoi? C'est un homme tunisien qui devait vous donner les papiers ou du bon travail? C'est quoi c'est-il? Nous sommes en train de vous écouter, madame. Vous êtes en direct sur Iras News et Canal 54 TV. Nous avons posé la question de savoir, vous avez dit tout à l'heure que vous avez rencontré un homme, vous avez fait un enfant, et la question c'est de savoir, en le faisant ainsi, c'est pourquoi? C'est pour améliorer vos conditions de vie sociale, économique et de séjour. Tu fais un enfant en Tunisie, il n'y a rien de bénéfice, juste, c'est pour les parents faire l'avortement, c'est tout. C'est tout, sinon il n'y a rien de bénéfique. Oui, mais quel a été l'avantage de rencontrer un homme et faire un enfant alors que vous-même vous traversez des conditions difficiles? Vous ajoutez des problèmes sur les problèmes. Vous ne voyez pas ça? Ah. C'est pour cela que je ne vais pas retourner même en Côte d'Ivoire, puisqu'il y a déjà d'autres problèmes là-bas. Si ce n'est pas bon, mais en Côte d'Ivoire aussi, ce n'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes dans la logique d'aller un peu plus loin pour, par exemple, si vous avez l'opportunité de traverser la Manche, enfin de traverser la Méditerranée, vous prendriez le risque. C'est ça? Moi, en tout cas, moi, je ne veux pas retourner en Côte d'Ivoire. Je vais traverser la Méditerranée. Non, mais est-ce que vous regardez les images, que connaissent d'autres Africains, madame, quand vous dites ça comme ça à la radio, à la télé, que vous l'écoutez traverser la Manche? Est-ce que, madame, vous regardez les médias? Vous regardez ce qui se passe, la désolation qu'il y a de ce côté-là? Je retourne en Côte d'Ivoire. Comment je vais m'en sortir? Si je suis ici aussi, ils sont en train de me porter, les Tunisiens, chaque jour, ils sont là avec les perversités. Comment on va faire? C'est pour prendre la Méditerranée? Non, vous préférez, au risque de votre vie, traverser la Méditerranée dans des conditions aussi risquées, au lieu de rentrer en Côte d'Ivoire? Moi, je préfère prendre la Méditerranée. Qu'est-ce qui justifie cette détermination, madame? Vous avez été blessé en Côte d'Ivoire, votre pays, au point à prendre le risque de traverser la Méditerranée sans l'espoir de même d'arriver à destination. Vous prendriez le risque de traverser la Méditerranée, même sachant que vous n'avez pas de chance d'arriver à destination, au lieu de rentrer en Côte d'Ivoire. Vous choisiriez de prendre le risque de ne pas arriver à destination. C'est ça? En tout cas, moi personnellement, c'est mort. Je ne veux pas retourner, puisque si je retourne, je n'ai pas d'économie, j'ai un budget, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce n'est pas là où vous allez partir que vous aurez faire des économies, parce que vous n'êtes pas sûr de traverser avec ce que l'on connaît, madame, alors que tous les médias sont mobilisés là-dessus pour vous montrer à tous ceux qui risquent de prendre le risque. Parce que c'est une grande désolation que l'on voit chaque jour en Méditerranée. Vous l'avez vu, vous regardez les médias là où vous êtes en Tunisie au moins. Il faut faire vos calculs, madame. En tout cas, chacun a ses
ses problèmes en Tunisie ici. Chacun a ses problèmes. Moi, c'est de ma part que je parle. Donc, de votre part, ça n'engage pas le gouvernement ivoirien, ça n'engage pas la communauté ivoirienne à l'étranger, ça n'engage même pas la diaspora, hein, les personnes consciencieuses qui peuvent vous aider ne pourront pas intervenir dans un cas pareil parce que les Africains dans la diaspora aujourd'hui conscientisent les frères et les sœurs qui sont de l'autre côté à ne pas prendre ce genre de risque. Mais vous voulez coûte prendre ce risque. Attends, si moi j'ai eu comment on appelle, des personnes pour m'aider à retourner dans mon pays, si l'État ivoirien m'aide moi à retourner dans mon pays, bien à réaliser quelque chose, pourquoi pas retourner dans mon pays, mais je retourne. Si l'État ivoirien ne peut pas m'aider, comment je retourne? Puisque j'ai des pénalités à payer encore. J'ai la pénalité de mon fils à payer encore. Comment je fais? Au moins, ici, l'État ivoirien, les gens, moi, ma soeur, ma cousine, elle allait s'inscrire à OIM. On lui a dit d'attendre l'année prochaine. Comment l'année prochaine? Comment elle fait? Difficulté, raconte ici, comment elle fait pour se nourrir déjà, pour se prendre en charge déjà? Puisqu'elle est malade, on dit l'année prochaine encore. Moi, j'ai critiqué à OIM. Je peux aller à OIM, mais OIM, comment l'année prochaine? Quelqu'un qui est dans les difficultés, on dit, pardon, l'année prochaine. D'autres mais sont arrivés par le bien de OIM. OIM n'a rien fait pour eux. Hein? C'est pour cela que je dis que si c'est comme ça, moi, je peux aller prendre la métallette. La métallette, c'est pas bon. Mais c'est les positions qui m'emmènent à 10 qui sont là. Tu comprends? Mais en tout cas, madame, pour la Méditerranée, vous êtes sûr qu'il y a beaucoup de risques que vous n'arrivez même pas de l'autre côté de la Méditerranée au regard des conditions de traversée que l'on connaît et au regard des moyens financiers qu'il faut mettre en place justement pour que les transporteurs, enfin ceux qui s'en occupent et ceux qui sont spécialisés dans l'affaire s'en occupent. Il faut que vous ayez aussi suffisamment de moyens. Même si vous avez ces moyens, madame, c'est même mieux d'utiliser ces moyens à risque, ces moyens à mettre pour ce risque-là, prendre ces moyens et retourner en Côte d'Ivoire et garder sa santé, garder sa vie, protéger sa famille en même temps. Vous avez déjà un enfant. Oui. Vous avez pensé à votre enfant quand vous dites ça? Enfant même, c'est à mon enfant que je pense. Et je vais retourner au pays et je pense encore pour faire un métier. En fait, je ne sais même pas même. Parce que, puisque même quand tu retournes là, on ne fait rien pour toi. Rien du tout. Non, madame, nous parlons de la question de la Méditerranée. Est-ce que vous savez qu'il y a peu de chances que vous arriviez même à destination et vous avez pensé à votre enfant et vous allez prendre votre enfant avec vous, mettre un bébé à risque parce que vous tenez à votre objectif, à vos ambitions personnelles. Est-ce que vous pensez à l'enfant, à cet innocent? Ce n'est pas une ambition personnelle. Une ambition personnelle. Vous avez pensé à l'enfant? Je pense à l'enfant. Oui. Alors que vous, si vous rentrez avec cet enfant en Côte d'Ivoire, quelles que soient les circonstances, vous trouverez toujours quelque chose à mettre sous la dent, madame. Parce que c'est votre pays. Vous comprenez? Il y a d'autres qui sont rentrés, ils m'ont dit que la Tunisie n'est pas bonne, mais ils veulent revenir. Hein? Ben, parce que vous avez voulu mettre un cri d'alarme, vous avez voulu que le monde sache que vous traversez des moments difficiles en Tunisie, mais votre cas, c'est un cas spécifique, un cas un peu exceptionnel dans l'engagement de la détermination. Je pense que nous allons vous donner 30 secondes pour terminer avec nous notre grand dialogue de cette demi-journée. Dernière question, madame, c'est de savoir quel est le message que vous pourriez envoyer à l'État ivoirien, aux autorités ivoiriennes. Un message à l'État ivoirien d'aider les réfugiés ivoiriens. Quand ils rentrent au pays, ou bien ici en Tunisie, ils n'ont qu'à les aider, puisque ce n'est pas facile. On veut bien rentrer chez nous, mais ils ne nous aident pas. Ils ne nous encouragent pas, ils ne nous aident pas à rentrer chez nous. Ça fait des pénalités, mais dans ça, vous avez un ministre de la Réconciliation, M. Kakabe. Est-ce que vous auriez un message à lui adresser directement? Probablement, vous pourrez faire pression au gouvernement et faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez adresser directement un message à votre ministre de la Réconciliation?
je vais adresser à le ministre Kakafé d'aider les Suissariens qui sont dans les pays Maghreb. Ici, on trouve seulement les 4000 Ivoiriens. Donc, quand on rentre chez nous, il faut qu'ils nous aident. Il faut que la Côte d'Ivoire aussi fasse qu'on ne quitte pas nos pays pour venir à l'aventure ici. Il faut qu'on travaille chez nous aussi. Il faut qu'on arrive à s'en sortir. Même si tu as un diplôme ou bien tu as un magasin, il faut que même si l'État ivoirien veut passer pour dire non, il est à la route, on doit faire la route, au moins le minimum, il faut t'automager, même si ce n'est pas la moitié, il faut un peu pour que le cœur de la personne se refroidisse, pour qu'il puisse rester dans le pays. Puisque moi, j'ai beaucoup de ceux qui sont au Koweït, j'ai mes cousines qui sont au Koweït, d'autres sont au Maroc. Donc, moi, ce que je voulais dire à M. Kantabé, de nous aider quand on rentre, si on veut rentrer chez nous, qu'il nous aide et qu'il nous encourage à rentrer chez nous. Et à la diaspora ivoirienne qui vous suit pour le moment, quel est votre message à vos frères ivoiriens qui sont dans la diaspora? Pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour tous les Suissariens, mais nous en Tunisie, il faut qu'ils nous aident. Il faut qu'ils nous aident, puisque d'autres qui font le ménage, ce n'est pas facile. Et il faut qu'ils nous encouragent aussi à rentrer chez nous. Si même la Méditerranée, ce n'est pas bon, mais c'est parce qu'on ne nous encourage pas à rentrer chez nous. C'est pour cela que les gens viennent ici pour la Méditerranée. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que j'aimerais dire à la diaspora ivoirienne, qu'ils nous aident à rentrer. Quand on rentre chez nous, qu'on aille quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup, même si on réalise quelque chose, il ne faut pas qu'on détruise comme ça. Là, ça peut retourner, tu peux retourner à l'aventure encore, même si on vous fait. Donc, je veux que la paix soit dans mon pays et je veux retourner dans mon pays, mais il faut que les conditions, en tout cas, soient bonnes. Donc, voilà. Merci beaucoup, Madame Ossiri Lablanche. Pour terminer avec vous, pour terminer en tout cas, la dernière question, c'est de savoir si jamais aujourd'hui le gouvernement ivoirien prenait la responsabilité de vous encadrer pour le retour en Côte d'Ivoire, vous rentriez sans problème, vous ne prendriez pas le risque de traverser la Méditerranée. C'est ce que vous voulez dire? Non, jamais. Je vais rentrer sans problème. Si le gouvernement vous entend aujourd'hui, je répète, et que par le biais de votre ambassade en Tunisie, on vous faisait recenser pour rentrer en Côte d'Ivoire, vous rentriez sans problème. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci en tout cas, Madame Ossiri. Merci, Madame Esther Boli. Merci des interventions que vous avez voulu donner à notre antenne cet après-midi dans notre émission, le Grand Dialogue, de ce lundi 25 juillet 2022. Madame, en tout cas, merci et bon après-midi chez vous en Tunisie. Merci beaucoup. Bon après-midi à toute la diaspora. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de notre grand dialogue de ce lundi. Vous avez entendu justement le cri d'alarme qu'elle lance les Africains, les Ivoiriens qui sont en Tunisie, qui traversent des conditions difficiles dans ce pays d'accueil qu'ils eux-mêmes ont choisi justement pour se réfugier. Certains ont fui pour des raisons politiques et d'autres pour des raisons purement économiques. Donc chacun son problème, chacun son cas. Et donc, vous avez suivi, essayez de réagir, essayons de réagir pour soutenir tous ceux qui sont en détresse, car la vie humaine en dépend. Merci d'avoir suivi le grand dialogue de cet après-midi. Merci en tout cas pour votre fidélité. Merci en tout cas pour tous les messages que vous nous envoyez. Et nous reviendrons dans notre édition, grande édition de ce soir, de 20h30. Ce fut votre de serviteur, Miron Chouitekou, finaliste à Erasmus. Merci beaucoup et à très bientôt pour la grande édition de la soirée.